Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du Lab Quark consacré à l'IA générative en formation entre innovation et transmission des savoirs. Je reçois aujourd'hui Florent Grisot-Verrier qui est à la tête du Digital Learning et de l'innovation chez MBDA. Bonjour Florent. Bonjour à tous, très bien, merci pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. On va commencer cette interview par une séquence de vrai-faux. Donc, je te donne une affirmation et j'aimerais connaître ta position sur les sujets. Donc, première phrase, première affirmation. L'IA générative peut remplacer complètement les formateurs humains. Alors c'est faux, même si l'IA générative va compléter la transmission des savoirs, elle va jouer un rôle important, elle ne remplacera pas totalement l'humain. Pour moi, pas totalement le formateur. D'accord, on pourra y revenir et développer par la suite. Les biais dans les algorithmes d'IA peuvent affecter la qualité des recommandations pour les apprenants. Oui, c'est vrai. N'oublions pas que l'IA est un outil et que comme tout outil, il est imparfait. Aucun outil n'est parfait malheureusement. C'est plutôt à nous de savoir l'utiliser pour l'utiliser correctement. Très bien. Et enfin, l'immersif ne peut pas être utilisé pour des formations purement théoriques. Alors je dirais faux. L'immersif est un format de formation qui est extrêmement puissant pour la pratique, mais aussi pour des contenus de savoir théoriques. Très bien, on pourra y revenir aussi par la suite. Donc ma première question, comment est-ce que chez MBDA, vous avez intégré l'IA générative dans votre stratégie de learning et développement ? Alors, petit mot déjà sur MBDA. MBDA, c'est le leader européen des missiles, des systèmes de missiles en Europe. Donc, c'est une entreprise du monde de la défense qui est européenne, 16 000 collaborateurs et qui, on le sait, avec le conflit récent en Ukraine, on vit aujourd'hui dans un contexte géopolitique qui est de plus en plus marqué malheureusement par les guerres et l'instabilité politique avec un repli sur soi des pays. Ce qui a pour conséquence en termes d'un très fort pic d'activité chez MBDA depuis plusieurs années et la tendance se prolonge. Et en termes humains et RH, la conséquence, c'est pour un groupe de 16 000 personnes, l'embauche de 2500 à 2700 personnes par an depuis plusieurs années et un mouvement qui va se prolonger. Donc une énorme croissance, un énorme mouvement de croissance. Et aussi un changement de la population des collaborateurs chez MBDA, puisque aujourd'hui, 50% des collaborateurs du groupe ont moins de 5 ans d'ancienneté, ce qui veut dire qu'il y a eu un renouvellement très important des populations chez MBDA, d'où un défi humain en termes RH, de pouvoir à la fois attirer des populations qui sont très spécialisées, d'ingénieurs, les onboarder, les faire monter en compétences et aussi développer ces compétences dans un contexte technologique de transformation qui devient de plus en plus soutenu. Donc un défi formidable en termes RH et bien sûr en termes de formation. Donc on a utilisé l'IA dans la ligne en fait, de la stratégie RH, dans la stratégie de l'entreprise. Et la première question qu'on s'est posée devant l'arrivée de ces technologies il y a plus d'1 an et demi, 2 ans, se dire comment est-ce que cet outil, ces technologies peuvent nous aider à accélérer la montée en compétences des collaborateurs, ce que nous on appelle le time to compétences. Donc comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'IA comme un outil qui nous permette d'aller plus vite, de produire des contenus qui soient à la fois produits donc au juste temps, disponible quand il faut, pour qui il faut, là où il faut, mais aussi qu'on puisse rendre ces contenus plus engageants que des contenus qui soient produits simplement rapidement et peut-être à plus basse qualité. Donc c'est le défi qu'on s'est lancé et sur lesquels on a des premières réalisations et des premiers cas concrets chez MBDA. Est-ce que du coup tu peux m'en parler ? Oui, bien sûr. Usage concret. Bien sûr. Alors, petite précision, et on y reviendra par la suite avec un travail qu'on a réalisé en collaboration avec le Club des Learning Activists sur les cas d'usage. Et petit warning, c'est qu'il est toujours très tentant de penser outils quand on parle de technologie. Et devant l'IA générative et les discours qui entourent l'IA générative, qui sont foisonnants aujourd'hui, il est très facile soit de tout tenter, de tout tester, et de se perdre dans une myriade d'outils qui apparaissent, qui naissent, qui meurent, qui fusionnent, soit de sombrer dans le désespoir parce qu'on se dit de toute façon ça va trop vite et j'y comprends rien, donc du coup c'est pas
pour moi. On a choisi ni l'un ni l'autre, et justement, en fait, c'est pour dépasser ces deux écueils, nous sommes partis sur la réflexion qui consiste à penser cas d'usage avant de penser outil. Et donc, je vous invite à aller consulter ou reconsulter le livre blanc des learning activists sur IA générative et learning, que vous pourrez trouver sur mon profil LinkedIn, ou celui de Jean Recoulier, par exemple, celui de Thierry Bonetto, qu'on a réalisé ensemble, qui regroupe des cas d'usage par phase d'un processus qui est utilisé couramment en formation, qui s'appelle le processus ADI. Oui. Et donc, on est parti de ces cas d'usage-là aussi en se posant la question dans quelle mesure l'IA générative peut nous aider et dans quelle sous-étape de ce processus ADI l'IA générative peut nous aider à accélérer ce time to compétence dont on parlait tout à l'heure. Donc, cas évident pour nous, et le cœur finalement du réacteur en termes d'IA générative pour le learning, c'est bien entendu la phase de développement, c'est la phase de production de contenu où on voit un intérêt évident à utiliser des IA génératives, et j'aime bien dire des IA génératives parce que souvent on a tendance à penser l'IA au singulier. Comme ChatGPT, mais en réalité, il y a des IA qui sont spécifiques, avec des IA qui permettent de produire de l'image, du son, différents médias, 360, du code, etc. etc. Donc, quel est l'impact de l'utilisation de ces outils dans la production de contenu ? Et c'est le premier des sous-cas d'usage qu'on a utilisé sur la partie de développement, donc de production. On en a 3. Donc c'est la production de contenu de formation de bout en bout, c'est l'avatarisation de contenu de formation, et c'est la création et l'utilisation d'agents conversationnels. Donc on pourra y revenir sur les premiers tests, les premiers cas d'usage, et puis le passage en industrialisation pour certains des cas d'usage qu'on a mentionnés. D'accord. Et justement, tu parles de l'avatarisation. Vous avez déjà donc mis ça en place. Vous avez, j'imagine, testé plusieurs outils et fait appel du coup à votre grille d'évaluation, les fameux 4 critères dont Jean Recoulier parlait sur ce plateau il y a quelques semaines, donc qui sont effectivement le fait déjà qu'il n'y ait pas de redondance. Donc j'imagine, si on se focalise juste sur ce critère-là, que vous avez dû tester plusieurs outils d'avatarisation. Et est-ce que tu peux me donner ton retour d'expérience ? Alors, il y a une myriade d'outils aujourd'hui qui permettent de mettre à disposition des avatars très réalistes et aussi de proposer, parce que l'avatarisation pour nous, elle va de pair avec la traduction et la localisation des contenus. MBDA, c'est une entreprise européenne, donc, où on a 4 pays, et c'est vrai qu'en regardant le travail qui est fait de mon équipe sur la production de contenu, on passe un temps très conséquent à traduire, mais aussi à localiser, adapter en langue des contenus de formation. Donc, pour répondre finalement à ce pain point, à cette difficulté-là des équipes, on a utilisé une première solution d'avatarisation pour nous permettre d'aller plus vite sur cette phase de conception et toujours se mettre dans la lignée de cette stratégie d'entreprise, cette stratégie RH, qui est d'accélérer le time to competence. Donc cette solution-là, elle nous permet à la fois d'aller plus vite sur la traduction et localisation, d'avoir quelque chose qui est plus intéressant, qui nécessite moins de temps, pas de tournage, moins de temps de post-production, etc. Mais qui peut lasser aussi à certains moments si on l'utilise trop. En fait, on l'utilise comme un grain pédagogique qui va s'inscrire parmi d'autres grains pédagogiques dans la logique de parcours, de voyage d'apprentissage multimodal. Et c'est la logique qu'on veut conserver. Très bien. Donc plutôt pour du micro-learning ? Alors, plutôt pour du micro-learning, ça dépend de la réalité qu'on met derrière, ça dépend des contenus, mais on va proposer, oui, des contenus assez courts avec ce genre de format, ou alors pouvoir pousser d'autres formes de contenu de formation. C'est qu'on a fait des tests aussi sur la promotion de la formation, donc tout ce qui est marketing de l'offre, en utilisant justement de l'avatarisation pour permettre d'avoir non plus simplement une fiche de formation qui soit très statique, mais une petite vidéo qui viennent nous parler des objectifs pédagogiques d'une formation ou d'une autre, qu'on puisse pousser aux apprenants et qui leur donne envie finalement de voir, de s'inscrire, de participer aux formations vitrines qu'on met en avant grâce à ce dispositif-là. Et du coup, vous avez constaté que ça pouvait renforcer l'adhésion et la participation à ce que vous
pouviez promouvoir à travers ces capsules faites avec de l'avatarisation? En tout cas, ça nous permet de renforcer cet aspect de marketing de l'offre qui est essentiel aujourd'hui dans un département formation, on en parlera peut-être après, mais qui est vraiment pour moi un des nouveaux métiers du learning. C'est-à-dire, je dis très souvent que c'est important de savoir faire, mais il est également important de faire savoir. Si une direction learning ne fait pas savoir ce qu'elle fait en interne, ne montre pas sa valeur, finalement, tous les efforts sont réduits, sont un peu vains. Donc le marketing de l'offre, chez moi j'ai un pôle dans mon équipe qui s'occupe de tout ce qui est marketing de l'offre, communication et UX, UI, des outils de formation, par exemple, des expériences de formation. Cette boîte-là, finalement, est très importante dans le dispositif de création de contenu et de transformation de l'offre de formation telle que je l'ai menée au cours de ces 5 dernières années chez MBDA. D'accord. Et du coup, parce que là, tu parles de ce pôle, en fait, dans le service que toi, tu diriges. Tu as 3 autres pôles, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tout ça s'organise et dont les différents pôles collaborent les uns avec les autres pour arriver justement à une diminution de ce time to compétence dont tu parlais précédemment? Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir construire et bâtir une équipe de formation dédiée, transverse. Donc, je suis la seule équipe de formation qui est transverse aux 4 pays, finalement, du groupe. On s'occupe, bien sûr, de l'innovation pédagogique, du digital learning, mais pas que, aussi de tous les autres programmes de formation transverses. Donc, pour ça, j'ai mis en place 4 pôles qui regroupent, en fait, des experts en formation qui ont une expertise bien particulière. Le premier pôle, c'est le pôle projet. Donc, c'est des personnes qui vont piloter des projets à l'international de bout en bout pour garantir un niveau de qualité le plus élevé possible, qui soit dans les budgets et qui soit dans les délais. Voilà, c'est un peu le principe de ce pôle-là. Un second pôle qui s'occupe de tout ce qui est ingénierie pédagogique, avec des spécialistes de l'ingénierie pédagogique et du digital learning. On a des studios en Europe, on a 2 studios en Europe que j'ai montés, en France et en Angleterre, qui permettent aussi d'accélérer cette production de contenu maison dans une entreprise de la défense où on a beaucoup de savoirs très spécifiques, voire très sensibles. Donc des studios pour faire du learning vidéo, c'est ça? Pour faire du learning vidéo qu'on va mixer, qu'on va blendiser, je ne sais pas si ça se dit, avec d'autres dispositifs pour avoir des choses plus attractives, plus engageantes pour les collaborateurs. Troisième pôle, UX et communication dont on a parlé. Et dernier pôle sur la partie des outils, donc avec des personnes spécialistes des outils de formation, de l'écosystème des outils de formation que j'ai mis en place chez MBDA, avec des solutions elles aussi spécialistes, un learning management system, un training management system pour la gestion de tout ce qui est plan de formation, budget de formation, un outil de classe virtuelle, et puis une plateforme de contenu sur étagère avec aujourd'hui un projet de mise en place d'une learning experience platform pour faire le lien entre tous ces outils spécialistes et proposer cette expérience d'apprentissage de bout en bout pour les collaborateurs du groupe. D'accord, mais du coup, ces outils, ce sont des outils, vous vous adossez à des partenaires pour pouvoir les utiliser ou ce sont des outils que vous avez développés maison en fonction des besoins que vous avez? C'est toujours des outils qu'on achète auprès de partenaires avec des critères qui sont très très spécifiques et très importants pour nous, dont le critère numéro 1, c'est bien sûr la sécurité, le hosting des données, des serveurs, qui est pour nous le critère numéro 1 avant l'étude même d'une solution d'outils, que ce soit d'outils ou autre pour le groupe. Donc c'est vraiment cette idée de construction d'un service de formation 2.0 qui peut aujourd'hui répondre aux attentes des collaborateurs au XXIe siècle. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit aujourd'hui et sur lequel on travaille avec notamment Jean Roucoulier et Patrick Benamar. On est en train d'écrire un article qui sera apparaître en début d'année chez Harvard Business Review. Donc c'est la suite à venir. Très bien. Nous avons hâte ça inspire de nos expériences différentes les uns les autres. D'accord, ça reviendra aussi sur des cas d'usage, j'imagine, et vos retours d'expérience, et très bien. Et de fait, puisqu'on parle de cas d'usage, est-ce que tu peux me parler des applications concrètes des agents conversationnels adossés à l'IA chez MBDA? Alors,
Pour revenir un petit peu en arrière, donc ces 3 sous-cas d'usage de la partie développement, on le traite toujours avec une stratégie d'innovation qui est claire, c'est-à-dire d'une part, on a une veille qui est soit interne, parce que le métier parfois nous remonte des cas d'usage ou des besoins, ou externe. Donc, on a monté une cellule de veille avec un partenaire et d'autres entreprises pour pouvoir finalement consacrer du temps à la veille sur les nouveaux outils qui sont pléthoriques et qui sont très nombreux aujourd'hui sur la partie IA générative et qui nous donnent en fait les meilleurs outils qui peuvent servir à remplir nos cas d'usage. Donc ça c'est important de le mentionner. Une partie de veille, une partie d'expérimentation. On va toujours tester des solutions un peu hors sol. Et puis une troisième phase et dernière phase d'industrialisation. Une fois que le proof of concept a rencontré son client finalement, qu'on a constaté des gains, qu'on voit que ça fonctionne, on industrialise la solution. Donc pour revenir à la question, sur la partie agent conversationnel, nous on a testé une première chose, c'est-à-dire de partir, je voulais qu'on parte du constat qui est de se dire l'IA générative ne va pas remplacer des rôles spécialistes, comme les rôles d'ingénieur pédagogique, du UX designer ou de chef de projet en formation, mais va plutôt les compléter, et va plutôt compléter les compétences que certains peuvent avoir, donc des spécialistes, et les abreuver de compétences d'autres personnes, d'autres spécialistes. Donc pour ça, on a créé une sorte de module test, vraiment en innovation pure, en se disant, on va créer 3 personas. On va créer une persona de chef de projet, une persona d'ingénieur pédagogique et du UX designer. Et puis on va relier ce module de formation à l'API de ChatGPT pour que l'équipe... Voilà, l'idée, c'était que l'équipe, à un moment donné, puisse pouvoir poser des questions à ces agents-là sous forme de modules de formation et puisse avoir des bonnes pratiques, des conseils sur la gestion de projet, sur l'ingénierie pédagogique ou sur l'UX design, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a fait des tests, on a mis les mains dedans, parce que ça a été compliqué à faire techniquement parlant, de relier finalement l'API de ChatGPT à un module de formation en storyline. Et c'est quelque chose qu'on a réussi voilà, sur un mode de proof of concept, donc avec aucune sensibilité de données, complètement hors des systèmes. Donc ce qui nous a permis de voir que non seulement aujourd'hui on sait faire, et c'est que dans le mouvement, dans la construction de l'IA générative spécifique MBDA, on saura faire quand elle sera disponible, mais c'est aussi que le principe de ces agents conversationnels va nous aider à développer des compétences et à apporter des connaissances là où parfois on n'en a pas, je veux dire. Donc c'est partant de cette constatation, ce fait-là, qu'on a finalement industrialisé une autre solution qui est une plateforme de contenu sur étagère. Je pense qu'on peut donner le nom du partenaire qui s'appelle Skillsoft, qui a beaucoup investi sur le développement d'agents sur la base de scénarios. Donc on a aujourd'hui à disposition des collaborateurs plus de 70 scénarios disponibles dans un ensemble de langues, l'ensemble des langues du groupe, pour pouvoir s'entraîner en conversant avec des IA génératives sur la base d'un scénario réel, donc dans des problématiques de management, de primo-management, d'introduction d'une nouvelle technologie dans l'entreprise, de discussion autour d'un plan de développement ou d'un plan de carrière. Très utile parce que ce scénario-là, cette IA générative, va nous permettre non seulement de mimer en fait le réel, de faire des tests, de faire des erreurs dans un bac à sable, d'éviter de payer les pots cassés en termes humains, mais aussi elle va suggérer aux collaborateurs des feedbacks. Donc qu'est-ce que j'ai moins bien fait, où est-ce que je pourrais m'améliorer, qu'est-ce que j'ai bien fait, et dans le même temps, par la suite, de pousser des contenus de formation liés au point d'amélioration des collaborateurs. Donc cette dimension-là, en fait, elle est très intéressante pour nous parce que c'est un grain pédagogique qu'on arrive à mettre dans un parcours de formation et qui non seulement permet d'expérimenter, de rendre acteur le collaboratif, donc de l'engager et d'éviter cette passivité qu'on peut rencontrer parfois dans des contenus de formation en digital qui sont plus théoriques ou qui sont moins axés sur la pratique. D'accord. Et de fait, quand vous faites vos tests au sein de la cellule dynamique, où vous testez beaucoup d'outils, parce que je crois qu'il y avait peut-être 1 millier d'outils qui avaient été envisagés et une 60aine qui a été retenue pour que vous puissiez faire du test and learn sur ces outils-là. Est-ce que tu peux me parler des KPI, donc des indicateurs clés qui vous servent à pouvoir vous décider vraiment précisément sur le fait d'industrialiser ou non en dehors de l'aspect sécurité ?
Alors, il y a de l'aspect sécurité, il y a le modèle de prix, il y a la roadmap. Je ne reviendrai pas sur les critères qui ont déjà été énoncés, qui sont pour nous exactement les mêmes. Ce qui compte aussi, c'est je rajouterais, c'est le degré de maturité du besoin. Parce que parfois, on a tendance à trop anticiper un besoin par rapport à la maturité ou à la culture de formation d'un pays ou d'un autre. Et il est important d'arriver au bon moment par rapport à une problématique ou une évolution d'une problématique dans un métier ou dans un ensemble de métiers donnés. C'est pour ça qu'il est important de procéder par proof of concept, comme on le fait sur différentes modalités. Nous sommes en train de développer et de déployer un proof of concept autour de la digitalisation du tutorat aujourd'hui dans notre région de production, dans le centre de production à Bourges, sous la forme d'un test, et on verra si ça prend, si l'innovation rencontre son client ou pas, ou si elle s'arrête, et quels enseignements on pourra en tirer. Est-ce que vous avez rencontré des échecs ? Alors, on a parfois rencontré des échecs. On a essayé justement de tester tout ce qui était métavers à un certain moment, notamment pendant la période du Covid, où on a beaucoup investigué sur cette modalité-là. Et finalement qui n'a pas abouti, qui n'a pas fonctionné, du fait du modèle économique des prestataires interrogés, mais de la lourdeur et puis des conditions de sécurité qui n'étaient pas remplies par les prestataires qu'on pouvait solliciter. Donc on est plutôt content de pas avoir poursuivi avec le métavers, parce qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas répondu aux problématiques de l'entreprise et aux problématiques RH qui sont beaucoup plus focalisées sur l'acquisition, la transmission des connaissances et la rapidité de transmission des connaissances. Très bien. Tu parlais précédemment aussi de la façon dont ton service est organisé. Est-ce que l'intelligence artificielle, tu penses, va t'amener peut-être à remettre en question à l'avenir aussi cette organisation-là et pouvoir peut-être te donner l'envie de faire évoluer aussi le rôle de chacun des départements ? Alors, pas pour l'instant. Je dirais que le rôle des départements, des pôles en tout cas qui composent mon équipe est plutôt stable et répond à un vrai besoin et une vraie a montré ses preuves. Et on est passé finalement en quelques années de 6% de digital learning tout compris à une quarantaine, 44% ces dernières années de formation proposée ou consommée, en tout cas des heures de formation consommées en digital, tout confondu, virtuel, blended learning, e-learning, immersif, etc. Donc je dirais que c'est une organisation qui a fait ses preuves. Il nous reste encore énormément de projets, notamment dans l'accompagnement finalement des transmetteurs de savoir ou des facilitateurs d'apprentissage. J'ai nommé la communauté des formateurs internes sur lequel on voudrait aller plus loin et proposer aussi des dispositifs qui leur permettent non seulement d'être reconnus en interne davantage, mais aussi de faciliter la transmission des connaissances qui est pour nous un enjeu clé pour l'entreprise. D'accord, très bien. J'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur ton parcours, puisque tu as été chef de produit chez Renault. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es parvenu à la tête du digital learning et de l'innovation chez MBDA ? Oui, alors ça peut paraître étonnant, mais en réalité, j'ai un parcours très complémentaire avec deux passions, qui est la transmission des connaissances. J'ai fait des études littéraires et je voulais transmettre mon savoir en tant que professeur de philosophie. Donc, j'ai fait des études de philosophie, un master de philosophie à la Sorbonne. Et puis l'attrait pour la technologie. Moi, je suis un geek et fier de l'être. Donc j'aime bien mettre les mains dedans et farfouiller un peu sur ce qui se fait, faire des tests, faire des essais sur la techno. Donc le mariage de ces deux goûts, finalement, s'est naturellement rencontré dans le digital learning, dans le monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, je suis passé aussi par un master de marketing et management international, suite auquel j'ai pu mettre en pratique mes compétences en marketing chez Renault à Londres, dans le projet de déployer aussi une technologie qui était innovante et très très en avance sur son époque à ce moment-là, qui était la voiture électrique. Ah oui. Donc j'ai déployé, par exemple pour la petite histoire, Renault Zoé au Royaume-Uni, à l'époque où l'électrique était pas du tout autant évident que ça ne l'est aujourd'hui, et ça faisait un peu figure d'ovni. Donc toujours dans des technologies innovantes, très technologies avancées, de pouvoir transmettre, de pouvoir expliquer, de pouvoir montrer les bénéfices aussi d'innovation de rupture. Et puis j'ai rencontré
rencontré ma vocation, ou en tout cas mon amour professionnel, chez Cross Knowledge, chez un plateformiste, en administrant des plateformes et puis en créant des contenus. Et donc j'ai vraiment pu occuper l'ensemble des métiers très spécialistes dont je parlais précédemment, sur la création de contenu, les outils, le pilotage de projets et puis la création de plans de formation à des échelles variées pour aujourd'hui porter la vision de transformation de la formation et porter l'innovation pédagogique en formation chez MBDA. Et tu faisais mention du fait que tu avais donc une grande appétence pour la philosophie, que tu étais diplômé en philosophie, ancien professeur de philosophie. Dans quelle mesure penses-tu que ce soit une corde à ton arc pour justement pouvoir avoir de la hauteur sur des choses qui sont finalement très techniques, très opérationnelles? Alors je pense que dans le moment où nous sommes aujourd'hui, d'accélération, de transformation, de mise en place de nouvelles technologies qui bouleversent la façon qu'on a d'interagir non seulement au travail, mais dans l'ensemble des facettes de notre vie, personnelle et professionnelle, il est plus que jamais essentiel de pouvoir donner ou redonner du sens à ce que nous faisons, à notre vie professionnelle, à la transformation des entreprises. Et c'est exactement ce que m'apporte la philosophie, c'est-à-dire de pouvoir repenser les transformations des modèles organisationnels, des modèles technologiques, des modèles humains, à l'aune finalement de cette pensée philosophique peut-être un peu plus conceptuelle, on va dire. Mais je pense que c'est très complémentaire avec cette vision très concrète des outils, des dispositifs qui sont proposés aux collaborateurs. Et c'est en faisant ce grand écart qu'on arrive à trouver le juste équilibre pour mener à bien les transformations dans le monde d'aujourd'hui. Et est-ce que tu envisagerais justement peut-être de faire un essai philosophique sur l'intelligence artificielle ou l'innovation ? Alors c'est une proposition, j'accepte. Non, ça serait une très bonne idée. Bon, j'ai d'autres projets pour l'instant sur la rédaction d'articles et puis un ouvrage que nous allons écrire avec Jean Rocullier sur les 5 clés de l'innovation en formation. Donc c'est un gros travail sur lequel on va s'atteler en 2025 pour pouvoir sortir déjà une première vision jointe sur la transformation et l'innovation de la formation qui joue, on le sait, un rôle de plus en plus clé dans les organisations aujourd'hui. Donc beaucoup de travail, mais je prends la suggestion et je serais ravi d'inclure, de mettre un peu plus de philosophie aussi dans l'exercice de la formation. Pourquoi pas de l'intelligence artificielle demain. Je pense qu'en tout cas, il y aura un besoin vraiment, parce que c'est une approche aussi qui est nécessaire, de prendre de la hauteur aussi par rapport à ces sujets, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, l'innovation, aujourd'hui, ça va extrêmement vite. Il faut se tenir à la page. Il y a un petit peu comme une espèce de label, de se dire on doit y aller parce que ça fait partie de la tendance. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement ? Tu parlais précédemment du fait que normalement, ça doit correspondre à un besoin. Est-ce que tu penses aussi que parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire on peut se dire j'y vais parce que je dois y aller et je vais trouver finalement des cas d'usage à quelque chose qui me semble malin et sur lequel je sens qu'il y a un potentiel. Alors, je dirais que l'essentiel, c'est pas de partir trop vite, mais c'est d'arriver au bon moment. Et donc, on a pu le voir sur certaines entreprises qui sont parties très très rapidement sur la mise en place de modèles LLM spécifiques pour leurs entreprises, où finalement ils se sont heurtés à un manque d'adhésion ou d'onboarding des collaborateurs. Et toute la difficulté vient du fait que les technologies avançant très rapidement de manière extérieure à l'entreprise, l'entreprise est toujours en train d'essayer de combler les gaps, mais aussi se doit de pouvoir accompagner l'ensemble des collaborateurs sur l'acquisition des compétences nécessaires à la transformation de leur métier. Et c'est ça aujourd'hui le vrai challenge et le vrai défi sur lequel je travaille chez MBDA et que je constate dans d'autres organisations, c'est que parfois, il faut accepter de prendre plus de temps pour ne laisser personne au bord de la route, proposer des dispositifs qui puissent accompagner à différents degrés, selon différents niveaux de technicité, des populations très hétérogènes sur l'utilisation d'un outil qui va transformer l'ensemble des métiers, qui transforme déjà l'ensemble des métiers, mais qui va les bouleverser demain. Donc prendre le temps de l'humain et prendre le temps d'accompagner l'humain dans ces transformations technologiques qui sont de plus en plus rapides. Je pense que c'est la clé aujourd'hui des grandes conduites du changement et des grands projets de transformation des entreprises. Et ça ne donne pas le vertige ? Non, ça ne donne pas le vertige. Je pense que
vous savez, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la philosophie, Héraclite disait la seule chose permanente, c'est le changement. Et on vit aujourd'hui dans une permanence du changement. On parle parfois de change fatigue, de fatigue du changement. Je pense au contraire qu'il faut changer de prisme et de pouvoir se dire que le changement fait partie de nos vies, que le changement non seulement technologique, mais humain fera de plus en plus partie de nos vies. C'est comment est-ce qu'on adapte sa posture, on adapte sa vision et sa perspective sur un changement qui deviendra de plus en plus permanent, en tout cas de plus en plus avec des répercussions de plus en plus fortes sur notre quotidien demain. Donc c'est comment s'adapter pour tirer le plus possible de ces changements, de ces transformations qui sont aujourd'hui une réalité. Donc pour toi, tout ça, finalement, l'innovation, l'intelligence artificielle, ça permet aussi de renforcer l'agilité cognitive et cérébrale, c'est ça? Alors non seulement ça nous pousse à renforcer, mais on se doit de les renforcer si on ne veut pas devenir demain esclave d'une technologie comme l'IA générative, mais comme a pu l'être l'informatique ou d'autres outils. Pour moi, un outil n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est notre rapport à l'outil qui va définir finalement non seulement ce qu'est l'outil, mais qui nous sommes. Et aujourd'hui, je pense que pour rebondir sur la question, il est important de développer certaines compétences transverses, des métacompétences. L'agilité, effectivement, en est une. La connaissance, la connaissance globale des outils, des technologies, le sens critique, la communication, l'aspect de gestion et d'accompagnement du changement, pour moi, ce sont déjà et ce seront les compétences clés, piliers, fondatrices de notre capacité à aborder le changement demain. Et justement, je rebondis là-dessus parce que je trouve ça très intéressant comme pont. On parlait de philosophie, là, tu parles d'esprit critique. Comment est-ce que tu fais en sorte auprès de tes équipes de justement les aider à avoir un esprit critique par rapport aux outils que tu leur proposes ? C'est toujours leur rappeler que finalement, et ils le savent, de par les tests qu'on a fait sur la production, je reviendrai sur ce proof of concept, on gagne énormément de temps sur la production de contenu en digital learning grâce aux IA génératives. Et en faisant le test de bout en bout, donc en concaténant différentes productions digital learning, d'IA générative dans un module digital learning, on voit qu'on passe de globalement 3 mois de production, le cycle entier, à 3 semaines sur une partie qui n'est pas encore mature et très bien maîtrisée. Donc finalement, j'ai tendance à dire que ce proof of concept-là nous a donné l'enseignement que l'IA générative nous permettait de changer d'unité. Nous permettre de changer d'unité, et c'est là où je rajoute un « mais », à condition de savoir, donc connaître les outils, savoir les utiliser, savoir les concaténer, savoir lequel utiliser, savoir interpréter les productions de ces outils qui ne sont pas parfaites, on le sait, il y a des biais, des hallucinations, etc. Et à condition aussi, et ça c'est la dernière constatation, de peut-être demain, vous m'aviez posé la question de qu'est-ce que ça allait changer demain pour mes équipes, de peut-être demain revoir les processus qui sous-tendent la production, les projets et la production de contenu en formation. Parce qu'on voit qu'un processus ou une méthodologie de gestion de projet très linéaire, finalement, va être moins adapté qu'un processus beaucoup plus agile, itératif, sur des outils qui vont très très vite et qui permettent de sortir des productions et des résultats très vite. Donc l'itérativité, l'agilité, plutôt que la linéarité, à mon avis, c'est là la clé de l'évolution que les entreprises devront penser, donc repenser ces processus pour tirer au mieux parti des bénéfices que peut nous apporter l'IA générative comme nouvelle technologie. D'accord, très bien. Et justement, les biais algorithmiques, comment est-ce que vous les gérez ? Puisque dès lors que les personnes vont vraiment intégrer dans leur travail quotidien des IA génératives, des outils, des chatbots, etc., on sait que ces biais demeurent, ces biais existent, ces biais peuvent être entretenus aussi, sans le savoir par des personnes qui approuveraient du contenu parce que justement elles n'auraient pas nécessairement l'expertise pour pouvoir les désavouer. Comment est-ce que cette dimension-là est gérée ? Il y a une acculture, on essaie de sensibiliser, on sensibilise les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs du groupe, justement aux biais, aux hallucinations, et pour nous, qui est un aspect majeur en termes de sécurité et d'utilisation des outils sur tous les domaines. Donc c'est très important d'acculturer et de mettre en garde contre finalement
parfois la non-pertinence ou la non-viabilité des résultats qui sont produits par l'IA générative. Et puis, c'est de développer ce sens critique-là en informant, en réinformant et ils le savent très bien, que les productions de ces outils-là sont nécessairement imparfaites, comme le sont d'ailleurs les productions de n'importe quel outil finalement. À prendre avec des pincettes, des doubles pincettes si on travaille avec l'IA générative, qui nous permet d'avoir des productions très rapides, mais parfois un peu discutables. Très bien. Et d'ailleurs, félicitations, puisque je sais que MBDA a remporté le trophée Digital Learning 2024 dans la catégorie usage de la data et de l'IA en formation. C'était dans quel contexte? Qu'aviez-vous proposé pour... Alors, on avait proposé justement ces 3 proof of concept, qui sont la production de modules de formation en digital learning, l'avatarisation et les agents conversationnels. Donc, on a fait partie des précurseurs, des entreprises précurseurs sur l'utilisation d'outils d'IA générative en formation pour démontrer déjà l'alignement avec la stratégie de l'entreprise, mais aussi la viabilité de certains de ces outils pour la formation. Donc, ça a été une vraie reconnaissance pour nous du travail qui est fait par les équipes, du travail d'innovation. Une des valeurs de MBDA, c'est l'innovation, et on se doit d'être à la pointe de la technologie, et on veut être la référence dans l'innovation pédagogique dans le monde de la défense. Donc c'est cette reconnaissance qui est venue couronner cette vision. Très bien, félicitations encore. Merci. Si tu devais résumer en une phrase la mission des départements learning avec l'IA, quelle serait-elle? Alors, en une phrase, c'est toujours difficile, mais c'est de se recentrer sur la valeur ajoutée pour accompagner, transformer, sans laisser personne au bord de la route. En une phrase, c'est ça. N'oubliez personne, accompagner les transformations du monde de l'entreprise avec une fonction qui est elle-même transformatrice. D'accord, très bien. Et si tu devais employer un mot pour décrire l'avenir de la formation en entreprise? Je dirais qu'elle est multimodale. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, pour autant qui n'est jamais vraiment accompli de manière parfaite, de par la difficulté qu'on a à coordonner les outils, les technologies, etc. Donc pour moi, l'avenir de la formation est en tout cas mixé, multiple. Très bien. Et est-ce que tu as une citation à partager avec nous sur la technologie ou sur l'innovation? Alors j'aime bien citer Gérard de Nerval qui nous dit que innover, c'est se ressouvenir. J'aime bien citer cette phrase parce que souvent on confond innovation et invention. On pense qu'innover, c'est finalement faire quelque chose de nouveau que personne d'autre n'aurait jamais fait. En réalité, l'innovation, et surtout l'innovation pédagogique, c'est avoir une réponse inédite à des problèmes qu'on connaît et qu'on sait identifier. Donc c'est comment est-ce qu'on met en face d'une problématique métier, une problématique stratégique pour une entreprise, une solution qui n'est pas forcément nouvelle pour telle ou telle entreprise, mais en tout cas qui, dans le contexte de l'entreprise, n'a jamais été faite précédemment. Donc inventer, c'est se ressouvenir, c'est finalement aussi parfois utiliser des vieilles recettes qui fonctionnent et les adapter pour pouvoir proposer et remettre au goût du jour quelque chose qui peut paraître ancien, mais qui, dans un contexte différent, est nouveau et est inédit. Ça rejoint un petit peu le rien ne se perd, tout se transforme finalement. C'est un petit peu ça. Merci beaucoup Florent Grisot-Verrier d'avoir partagé avec nous tous ces inputs passionnants. Vraiment, c'était très éclairant sur l'utilisation, les cas concrets, les cas d'usage de l'intelligence artificielle chez MBDA, sur également la façon dont on se devait aussi d'avoir une part de hauteur, de conserver toujours un esprit critique et de pouvoir surtout mettre l'accent sur la transmission des savoirs. Et ça, vraiment, tu l'as bien spécifié, puisque comme tu l'as dit, on ne laisse personne de côté. C'est vraiment la mission première aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify et sur YouTube. À bientôt. Merci beaucoup.